Bienvenue à notre nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche vraiment au cœur de notre compréhension du vivant, la complexité, la beauté de la nature, et surtout comment une seule idée, a tout changé. Oui, tout à fait. On va regarder de près la perspective de Richard Dawkins sur la biologie évolutive. On s'appuie pour ça sur un entretien qu'il a donné en 2012. C'était pour une émission sud-coréenne, Great Minds. D'accord. Et c'est l'occasion, justement, de décortiquer sa vision. Pourquoi l'évolution est si centrale pour lui, comment elle explique la complexité, et puis cette fameuse plus grande idée jamais eue, qu'est-ce que ça recouvre vraiment pour lui? Notre mission, donc, c'est de saisir l'essence de sa pensée via cet entretien. Pourquoi l'évolution est fondamentale, comment elle rend compte de cette sophistication incroyable, et c'est quoi la portée réelle de l'idée de Darwin. Alors, Dawkins, tel qu'il se présente dans cet extrait, bon, c'est un professeur émérite d'Oxford, bien sûr. Mais ce qui ressort surtout, c'est sa passion pour la clarté. La clarté en science. Ah oui. Il veut rendre les choses accessibles, éviter le jargon. Pas pour simplifier à outrance, mais parce qu'il pense que la force d'une idée, c'est sa limpidité. C'est intéressant cette insistance sur la clarté. Et alors, pourquoi spécifiquement la biologie évolutive? Qu'est-ce qui l'a attiré là-dedans? Pour lui, la question ne se pose même pas. Comment ne pas s'y intéresser? C'est l'explication de notre existence, de celle de tout ce qui vit. C'est la clé, quoi. La clé pour comprendre quoi exactement? La diversité? Oui, la diversité, mais aussi et surtout cette complexité, cette élégance parfois stupéfiante, celle qui donne cette impression, cette illusion de conception, de design intelligent. Et cette fascination, ça lui vient de loin? Peut-être un héritage familial? Il y a un peu de ça, oui. Son père était botaniste, naturaliste, donc l'environnement était propice, c'est sûr. Mais Dawkins, il insiste sur le fait que son intérêt, au départ, il était plus philosophique. Philosophique, c'est-à-dire? Enfant, il se posait déjà les grandes questions, vous voyez. Pourquoi on est là? C'est quoi le sens de la vie? Et la biologie évolutive, en fait, ça lui a donné un cadre scientifique pour aborder ces questions. D'accord. Et ça nous ramène à cette fameuse complexité. Pourquoi le vivant est si incroyablement complexe? Quelle est la raison profonde, selon Dawkins? Sa réponse, elle est vraiment ancrée dans la logique de l'évolution. La complexité, comment dire, c'est nécessaire. C'est ce qui permet aux organismes de faire ce qu'ils doivent faire, Et qu'est-ce qu'il doit faire? pour transmettre leurs gènes. C'est ça le but, en quelque sorte. Et même une bactérie, qui nous paraît simple, à son échelle, c'est une machine moléculaire d'une complexité folle. Et alors, quand on passe aux organismes plus gros, les humains, les éléphants, les chênes, là, on explose les compteurs de complexité, j'imagine. Exactement. Et cette complexité qui augmente, selon son analyse dans l'entretien, c'est le résultat de millions d'années il appelle ça des courses aux armements. Des courses aux armements évolutives. Une course aux armements, c'est une métaphore pour dire quoi? Une escalade constante, c'est ça. Une escalade liée aux interactions compétitives. Mais est-ce que ça mène toujours à plus de complexité? Ou est-ce que parfois, l'évolution peut aussi simplifier les choses? Très bonne question. La tendance générale qu'il décrit, c'est l'escalade, oui. Pensez aux prédateurs et aux proies. Le guépard court plus vite, la gazelle devient plus agile, du coup ça favorise les guépards encore plus rapides, etc. D'accord. Pareil entre parasites et hôtes, et même la compétition dans l'espèce. Pour les partenaires, les ressources, tout ça, ça tend à favoriser des adaptations plus sophistiquées, donc souvent plus complexes. Mais la simplification est possible. Oui, absolument. L'évolution n'est pas une marche forcée vers la complexité. Si perdre un organe inutile donne un avantage, comme chez certains parasites, l'évolution le favorisera. Mais la tendance de fond qu'ils mettent en avant, c'est quand même cette complexification due au conflit, aux compétitions. Donc cette complexité très organisée, très poussée, ce serait une sorte de signature du vivant, par opposition à ce qui n'est pas vivant. Précisément, c'est un point très important qu'il soulève. Il dit, si on cherchait la vie ailleurs, dans l'univers, un indice majeur, ce serait ça. Cette complexité statistiquement improbable. Ah ouais. La physique, elle décrit des phénomènes complexes, bien sûr, mais pas organisés comme ça. Pas spécialement pour survivre et se reproduire. La biologie, pour Dawkins, c'est l'étude de cette complexité-là et de ses origines évolutives. Et pour que ce soit bien concret, il utilise des exemples assez spectaculaires, je crois. Les céphalopodes, par exemple, pieuvres, calmars. Oui, et il a bien raison, c'est fascinant. Ce sont des mollusques, à la base, mais ils ont atteint un niveau de sophistication incroyable, surtout au niveau neurologique, comportemental. Et leur truc le plus fou, c'est ce changement de couleur de peau, ultra rapide. C'est pas comme le caméléon alors.
qui change lentement. Non, rien à voir. Le caméléon, c'est hormonal, c'est lent. Eux, c'est quasi instantané. C'est contrôlé directement par les nerfs. Et il fait une comparaison assez parlante avec nos écrans, c'est ça? Oui, elle est audacieuse, mais très visuelle. Nos écrans, ils ont des pixels rouge, vert, bleu. Eux, leur peau est couverte de millions de chromatophores, des petites cellules avec des sacs de pigments, rouge, jaune, brun ou noir. D'accord. Et chaque chromatophore a des petits muscles autour, commandés par des nerfs. En contractant ou relâchant ces muscles, hop, ils affichent ou masquent les pigments, ça change la couleur et le motif de la peau à une vitesse folle. C'est fou. Et c'est là qu'il pousse l'analogie. Vu la similarité de structure, il dit, un peu pour l'image, que si on arrivait à brancher leur système nerveux à un ordi, on pourrait presque projeter des films sur leur peau. L'image est incroyable. On a du mal à imaginer ce que ça donne en vrai. Il décrit ça comme des nuages de couleurs qui bougent, qui défilent sur la peau, un balai chromatique constant. Et il donne un exemple génial, un calmar mâle. D'un côté, il affiche du blanc pour séduire une femelle, Oui. et de l'autre côté, en même temps, il affiche un motif brun, cryptique, pour se cacher ou pour faire peur à un rival. Les deux en même temps? Oui, et le plus dingue, il se retourne et hop, il inverse les motifs, instantanément. C'est presque de la magie. Une démonstration incroyable d'adaptation. Absolument. Il parle aussi de cette vidéo très connue de Roger Hanlon. On voit ce qui ressemble à une touche d'algue, et soudain, l'algue bouge, se transforme en pieuvre et s'enfuit. Le camouflage était parfait et la révélation instantanée. Ça montre bien la fonction de camouflage, mais la couleur chez les animaux, ça sert à plein d'autres choses, non? Ah oui, bien sûr. Au-delà de la vitesse des céphalopodes, la couleur, c'est un outil évolutif multi-usage. Il y a le camouflage, pour échapper ou pour chasser, on l'a dit. Oui. Mais il y a aussi la coloration d'avertissement, l'aposématisme. Les couleurs vives, jaune, rouge, noir, ça signale un danger. Pensez aux guêpes, aux grenouilles venimeuses. Le message, c'est « Attention, danger, toxique ». Et puis il y a le contraire, enfin pas le contraire, mais le mimétisme, quand des espèces inoffensives copient ces signaux. Exactement, comme les cirfes. Ces mouches qui ressemblent à s'y méprendre à des guêpes, mais qui piquent pas du tout. C'est une sorte de mensonge évolutif pour bluffer les prédateurs. Malin. Et puis, bien sûr, il y a toute la communication. Les couleurs pour attirer un partenaire, la parade sexuelle. Les couleurs pour intimider un rival, défendre un territoire. C'est tout un langage visuel en fait, sculpté par la sélection naturelle. Et ce qui est vraiment spécial chez les céphalopodes, dans ce contexte, c'est cette rapidité, cette maîtrise dynamique. C'est exactement ça. Cette capacité-là, c'est une adaptation remarquable. Un sommet d'évolution dans ce domaine précis. Et il donne un autre exemple d'ingénierie biologique assez fou, la langue du caméléon. Ah oui, la fameuse langue harpon. Voilà, un organe projeté à une vitesse stupéfiante, sur une distance qui peut égaler la longueur du corps de l'animal. C'est énorme. C'est un système balistique hyper complexe. L'animal vise avec ses yeux qui bougent indépendamment l'un de l'autre. Puis la langue part, propulsée par des muscles, des tissus élastiques, avec un bout collant pour attraper l'insecte. Encore une solution hyper efficace, façonnée par l'évolution. Ces exemples, c'est vrai, ils illustrent de façon spectaculaire comment la sélection naturelle peut générer des solutions complexes et redoutablement efficaces. Parlons justement de cette idée de sélection naturelle elle-même. Dawkins rappelle qu'elle n'est pas sortie de nulle part avec Darwin. Tout à fait. L'idée que la vie change au fil du temps, l'évolution comme processus, ça flottait déjà dans l'air. Plusieurs penseurs en avaient parlé avant, y compris le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Ah bon? Oui. Mais la révolution, la vraie contribution de Charles Darwin et aussi d'Alfred Russel Wallace indépendamment, Oui, la co-découverte. ça a été de proposer un mécanisme. Un mécanisme plausible, puissant, pour expliquer comment ça marche. Et ce mécanisme, c'est la sélection naturelle. Et cette histoire de co-découverte, c'est fascinant. Ils y ont pensé chacun de leur côté sans se parler. Oui, c'est un cas assez incroyable de convergence intellectuelle. Darwin, lui, il mijotait sa théorie depuis quasiment 20 ans, en secret ou presque. Il accumulait des preuves. 20 ans? Oui, et Wallace, lui, c'était un jeune naturaliste, il explorait l'archipel malais. Et paf, pendant une crise de paludisme, il a eu l'illumination. La même idée. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux disent avoir été inspirés par la lecture de Malthus Malthus? sur la population. Oui, l'essai sur le principe de population. L'idée que les populations augmentent plus vite que les ressources, ce qui mène à une lutte pour l'existence. Ça leur a donné une pièce essentielle du puzzle. La compétition, la survie des plus aptes, en quelque sorte. C'est ça.
Alors, quand Wallace envoie son manuscrit à Darwin en 1858, Darwin est abasourdi. Il voit ses propres idées, là résumées par un autre. Du coup, pour être juste et reconnaître les deux, leurs amis scientifiques organisent une présentation commune, la même année à Londres, à la Linnean Society. Et là, j'imagine, coup de tonnerre dans le monde scientifique, révolution. Eh ben, figurez-vous que non, pas du tout. D'après ce que raconte Dawkins, l'événement est passé quasi inaperçu. Incroyable. Le compte-rendu de la société aurait même dit que l'année avait été pauvre en découvertes majeures. Personne n'avait capté la portée du truc. Mais c'est faux. Alors qu'est-ce qui a provoqué le séisme finalement? C'est la publication du gros livre de Darwin. 1 an plus tard. De l'origine des espèces. Darwin sentait bien qu'une petite communication, ça suffirait pas. Il fallait tout l'argumentaire, toutes les preuves, issues de l'élevage, de la géologie, de la paléontologie, de l'anatomie. Il fallait du lourd, quoi. Exactement, pour convaincre. Et il a eu raison. Le livre, ça a été un best-seller immédiat. Ça a lancé des débats passionnés partout. C'est ce livre qui a vraiment imposé l'idée, qui a changé la vision du monde. Et on sent que Dawkins admire profondément Darwin. Il rapporte même une phrase du philosophe Daniel Dennett. Oui, une phrase très forte. Dennett dit « Si on devait donner un prix pour la meilleure idée unique jamais eue par un esprit humain, Oui. il le donnerait à Darwin, devant Newton, devant Einstein même, pour l'impact sur notre compréhension de nous-mêmes, de notre place dans l'univers. » C'est puissant comme affirmation et ça soulève une question intéressante. Si l'idée de base, variation, héritage, survie différentielle, est finalement assez simple, pourquoi avoir attendu le milieu du 19e siècle? Newton avait fait ses trucs hyper complexes 2 siècles avant. C'est le paradoxe que Dawkins trouve fascinant. Et une de ses hypothèses, c'est l'obstacle psychologique. L'obstacle de la complexité du vivant. Quand on regarde un œil humain, par exemple, c'est tellement complexe, tellement bien agencé. L'intuition nous crie « il y a un concepteur ». L'idée d'un horloger, comme on disait. Voilà, l'idée qu'un processus aveugle, matériel, non dirigé, puisse petit à petit, par étapes, produire un truc pareil, ça semblait juste absurde, contre-intuitif au possible. Donc il fallait pas seulement l'idée elle-même, mais aussi un sacré courage pour la défendre contre cette intuition si forte, et peut-être aussi attendre que le climat intellectuel soit prêt. Exactement. Il fallait un courage intellectuel énorme, insiste Dawkins. Oser proposer une explication aussi simple, aussi bête en apparence, pour une complexité aussi écrasante. L'alternative un créateur, une force vitale, ça semblait beaucoup plus raisonnable, plus proportionné au problème. C'est vrai. L'idée de Darwin et Wallace, il dit qu'elle est presque trop simple et trop puissante. On a du mal à y croire. Une seule clé qui ouvre autant de portes. C'est ça. Sa beauté et sa force finalement. Une simplicité conceptuelle, mais un pouvoir explicatif immense. Ça unifie des tonnes d'observations biologiques qui semblaient sans lien avant. Absolument. Ça donne un cadre logique pour comprendre toute l'histoire de la vie sur Terre. La diversité des espèces, l'origine des adaptations, des plus bizarres aux plus merveilleuses. C'est un changement de paradigme total. Bon, si on essaie de résumer un peu les points forts de cette discussion, inspirée par cet entretien de Dawkins, on a vu sa recherche de clarté pour rendre la science accessible, son explication de la complexité biologique par ses courses aux armements évolutifs sur des millions d'années. Oui, et puis les exemples fascinants d'adaptation, le camouflage ultra rapide des céphalopodes, la langue projectile du caméléon, des produits incroyables de l'évolution. Et enfin, on a exploré la naissance et la puissance de l'idée de sélection naturelle de Darwin et Wallace, une idée simple, presque déconcertante, mais qui a mis si longtemps à émerger. Peut-être justement à cause de cette complexité qu'elle cherche à expliquer. C'est une grille de lecture, une façon de voir le monde vivant qui change tout. Elle révèle les mécanismes profonds, souvent contre-intuitifs, qui façonnent la vie, sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une sorte de mise en abîme. Si notre propre cerveau, notre intuition, face à la complexité, a pu nous cacher pendant si longtemps une idée aussi fondamentale et somme toute assez simple, Où voulez-vous en venir? je me demande, quelles autres idées, peut-être tout aussi simples mais révolutionnaires, sur la nature, l'univers ou même notre propre esprit, quelles idées pourraient nous échapper aujourd'hui, juste parce qu'elles heurtent nos intuitions face à la complexité qu'on observe? C'est une excellente question, qui pousse à l'humilité, je trouve, et qui incite à continuer de chercher, de questionner, même ce qui nous paraît évident. Le voyage de la connaissance, il est loin, très loin d'être terminé.